Bonjour à tous. Alors, voici une petite vidéo sur les intégrales. J'ai envie de dire à plusieurs niveaux. Premier niveau, une intégrale, qu'est-ce que c'est? Comment c'est défini? À la base, c'est une aire, d'accord? Ça existe quand la fonction est continue et positive. Et l'intégrale de f entre les bornes a et b, qui se note comme ça, intégrale de f de x dx entre les bornes a et b, bah en fait, c'est globalement l'air sous une courbe. Voilà, c'est une aire sous une courbe. On verra le détail un peu précisément tout à l'heure, mais premier niveau, se rappeler qu'en fait, une intégrale, ça a été défini comme étant une aire. Voilà. Toujours niveau basique, ce qu'il faut savoir en faire en terminale, les intégrales, c'est en calculer, et en fait, vous n'allez pas les calculer en calculant des aires, vous allez les calculer au moyen d'une primitive, et ça, ce sera ma partie 3. Ce qu'on appelle le théorème fondamental de l'analyse, c'est que pour pouvoir calculer une intégrale, vous avez besoin d'une primitive. Voilà, grand F, une primitive de petit f. Et puis cette notation signifie que vous allez devoir me calculer f, grand F de b, moins grand F de a. Ça vous donnera la valeur de l'intégrale. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'il faut retenir si vous êtes niveau, vraiment je l'ai assuré, juste savoir calculer une intégrale, savoir ce que c'est. Bon ça tient en peu de choses. Maintenant on va quand même un petit peu préciser les choses, ça ne sort pas de nulle part, tout ça, on va l'expliquer un petit peu, donc ce sera en 3 étapes, on va rappeler la définition de l'intégrale, en fait comment ça a été défini, niveau terminal. Explication de la notation aussi, importante, intéressante, l'explication de cette notation bizarre avec ce truc, ce trait, ce A, ce B, ce DX, on n'y comprend rien, voilà pourquoi cette notation un peu compliquée. Et puis bien sûr, la preuve du théorème, celui que vous utilisez en permanence pour calculer vos petites intégrales. Alors c'est parti, on y va, avec déjà la définition. Voilà, on se rappellera bien du plan. Définition, il me faut une fonction qui soit continue. Voilà, continue, rappelez-vous, version facile de la continuité. Je peux tracer la courbe sans lever le crayon. Un peu plus compliqué, en tout point, la limite existe. Voilà. Puis sinon, il y a une définition encore un peu plus dure avec des epsilon, tout ça. F continue sur un intervalle. Intervalle fermé, AB, où A et B sont des réels. Pas de l'infini, pas de moins l'infini ou plus l'infini. Pas de crochet ouvert, voilà, j'ai deux jolis réels, B plus grand que A, strictement, voilà, continue sur AB. Voilà, alors il faut imaginer une courbe, là, voilà, CF, courbe de F. Vous avez un petit A qui est là, un petit B qui est là, hop, j'ai oublié quelque chose quand même, F elle est aussi positive sur AB, positive ou nulle. Ah oui, une condition importante pour la définition. Qu'est-ce que c'est qu'intégrale? C'est défini comment? C'est défini comme ça, regardez, je pars de A, je vais jusqu'à B, et je m'intéresse au domaine qui est situé, en fait, coincé entre quatre frontières, les quatre frontières étant la courbe, l'axe des abscisses, et les deux droites verticales d'équation x égale a, x égale b. C'est pour ça qu'en fait, on peut résumer ça un peu par abus de langage, c'est l'air sous la courbe. Ouais, mais sous la courbe jusqu'où? Jusqu'à l'axe des abscisses. Et puis, les côtés, c'est quoi? C'est les deux droites d'équation a, x égale a, x égale b, celles en fait qu'on voit dans la notation, qu'on voit apparaître, ces deux bornes qui apparaissent ici en haut et en bas. Ok. Puis ensuite, le nom de la fonction, voilà, f de x dx, c'est quoi? C'est l'aire de ce domaine. C'est défini comme ça. Voilà, c'est l'aire de ce domaine. Voilà. Donc, voilà, c'est défini comme ça. Ou est-ce que c'est que l'intégrale de f entre les bornes a et b? Ok, très bien. Première chose. Alors, première découverte, on peut réussir à calculer des intégrales juste en calculant des aires, mais on est un peu limité parce que en débarquant comme ça en terminale, on se rend compte que finalement des aires, on ne sait pas en calculer beaucoup. On sait calculer l'aire d'un rectangle, d'un carré, enfin voilà. On sait calculer l'aire d'un triangle. On sait calculer l'aire de figures qui peuvent être découpées en petits rectangles, en petits carrés, donc parallélogramme, on découpe, on se dit ouais, mais si je sais calculer l'aire du triangle, si je découpe ici, je fais le triangle plus le carré, ça va me faire le trapèze, ouais, je sais en calculer des aires. Mais on est quand même un peu limité. Déjà, dès qu'il n'y a plus de segments, on ne peut plus trop vraiment découper parce qu'on a des courbes, on se dit mais dans une figure où il y a une courbe. Alors on pense au cercle, quand même. On se dit ah ouais, mais le disque, j'ai vu, la pierre carrée, ouais, ok. Alors, ouais, oui, ça existe, les fonctions. Alors, pas des cercles, mais ça peut être des demi-cercles. Et puis on dit, mais ça veut dire que je vais être capable de calculer des intégrales quand j'ai des fonctions comme ça, en fait, qui sont représentées par des demi-cercles. Pourquoi pas? Mais bon, j'insiste, on est quand même limité. Donc, on va devoir aller un peu plus loin que ça. Mais déjà, dans un premier temps, c'est important de comprendre ça. Voilà. Alors, il y en a certains qui étendent la définition à des fonctions négatives, en disant que l'intégrale est bien définie, et auquel cas ça va être l'opposé de l'aire, qui est au-dessus de la courbe, et on s'arrête encore à l'axe des abscisses.
Et puis même, il y en a qui vont plus loin, qui disent, bah tiens, n'importe quelle fonction continue, je peux définir son intégrale en faisant des petites différences entre des aires et puis des aires quand c'est au-dessus de l'axe des abscisses et des aires quand c'est en dessous de l'axe des abscisses, en faisant des petits A plus moins A moins. Voilà, c'est une façon aussi d'intégrer ça à des définitions et non pas à des nouvelles définitions qui arriveront plus tard avec la notion de primitive, hein, vous le verrez. Ok, pour l'instant, voilà, je me limite à ça tranquillement. Voilà, fonction positive, voilà ce que c'est qu'une intégrale. Ok, donc il y a un lien fort avec l'air dans la définition. Ok, allez, le petit 2, regardez, on va s'intéresser quand même à la notation, parce que c'est quoi cette notation bizarre? Ça parle d'air, normalement c'est un A, puis là, bon ok, il y a la fonction F, mais pourquoi avoir mis ces symboles bizarres? Donc c'est la notation, hein, notation de Leibniz, d'accord, 17e siècle, j'espère que je ne me trompe pas, c'est le 17e ou le 18e, je crois que c'est le 17e, je ne sais même plus. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Voilà, d'où ça vient, comment, pourquoi, voilà, bon, ok. Alors je vais faire un petit dessin, je vais faire 2 dessins. Je vais faire un petit dessin ici, voilà, d'une fonction, alors je vais dessiner, je sais pas, voilà, comme ça, voilà, et puis la même, comme ça, voilà. Et puis je vais faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire je vais dessiner vraiment mon aire ici, enfin mon domaine, voilà, entre A et B, voilà. Et donc je m'intéresse à cette aire-là, d'accord? Et puis ici au-dessus, je vais réfléchir à un moyen de l'approximer, cette aire-là. Parce que ce qui me gêne en fait, c'est les courbures là. Je me dis, mais ça si je connais pas comme aire, c'est pas possible. Voilà. Alors je vais avoir une petite idée pour approcher cette aire, hein, pour donner un peu une valeur approchée, voilà. Je vais essayer de découper, hein, voilà. Et de découper en faisant quand même des petites erreurs. C'est-à-dire je vais découper en dessinant des rectangles. Voilà. Méthode des rectangles. Si je veux essayer d'avoir une valeur approchée de mon aire, en fait je dessine des rectangles comme ça, voilà. Et je me dis que si j'arrive à épouser un petit peu la courbe et puis à faire la somme des aires de tous ces rectangles que j'ai dessinés, j'aurai quand même une bonne approximation. Hein, voilà, ok. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais choisir ce qu'on appelle une subdivision, en fait un pas. Voilà, c'est-à-dire qu'entre A et B, je vais essayer de partager mon segment en plein de petits morceaux de même longueur, de même distance. Et puis ces petits morceaux, comme c'est des petites variations de x, en fait, je vais les appeler delta x. Voilà. Chaque petit écart, chaque petit pas, je l'appelle delta x. Et en fait, c'est toujours le même là partout. Voilà, j'ai partagé mon segment AB en des petits delta x. Voilà. Et donc, je me dis, tous ces rectangles que j'ai dessinés, ils ont tous finalement une longueur, je vais appeler ça longueur, qui vaut delta x. Par contre, leur hauteur, hein, ou largeur, ou hauteur, ce que vous voulez, c'est jamais la même. Voilà. Et j'aimerais bien avoir la hauteur, parce que, en fait, après, comme ça, je pourrais calculer l'aire de tous ces petits rectangles-là, en prenant mon temps, hein, tranquillement. Voilà. Mais ce que je me dis, c'est que, en fait, quand j'ai un x, là, en fait, la hauteur du rectangle que j'ai dessiné, en fait, c'est f de x. On est d'accord. Donc, finalement, l'aire de cette espèce de figure, en fait, qui est constituée de plein de rectangles, c'est une somme d'aires de plein de rectangles, et une somme, ça s'écrit avec un sigma en maths, hein, voilà, un grand sigma, parce que sigma c'est quand même le S grec, hein, alors voilà, sigma. Et puis sigma de quoi? Des aires de tous les rectangles, et puis tous ces rectangles, ils ont tous, je vous ai dit, la même longueur, là. Voilà, c'est delta x. Et par contre, ils n'ont pas tous la même hauteur. Voilà. Donc en fait, c'est des f de x, d'accord, mais je ne peux pas mettre f de x parce que j'ai jamais le même x. Donc en fait, je vais aller indexer mes x, hein, c'est-à-dire que celui-là, par exemple, je peux appeler x1, celui-là x2, celui-là x3, celui-là x4, celui-là x5, etc. Hein, jusqu'à xn, si j'en ai pris n, d'accord, mais je me dis que bon, voilà, c'est une somme sur des i, quoi. Voilà, je fais des sommes comme ça. Voilà. Et ça va être une approximation de mon aire. Et puis là, je réfléchis un peu plus et je me dis, en fait, ces rectangles, il vaut mieux qu'ils soient longs, voilà, que ce soit des gros rectangles comme ça, ou il vaut mieux que ça soit des rectangles très très fins, très fins. Il vaut mieux qu'ils soient fins, parce que plus le rectangle il est fin, et plus en fait les erreurs que je vais faire quand je vais découper en rectangle pour épouser ma courbe, les erreurs vont être réduites, d'accord, hein. Si vous avez une courbe qui monte comme ça et que vous faites un rectangle qui est censé épouser ça et que vous faites ça comme rectangle, c'est pas terrible, alors que si vous partagez en deux, vous allez peut-être avoir un peu moins d'erreurs en prenant ce rectangle-là à la place de cet énorme rectangle-là. Et puis si je continue à partager et que je prends des rectangles encore plus fins, regardez ce qu'on a. On a des erreurs qui sont de plus en plus petites. Intéressant ça. Alors vous savez quoi? En fait, on va faire des rectangles qui sont tellement fins que ça va devenir des bâtons, des trucs minuscules, mais qui sont pas nuls. Voilà, qui ont quand même une espèce de minuscule épaisseur là, minuscule, c'est ça, en fait,
que Newton et Leibniz ont su cerner, c'est ce côté minuscule mais pas zéro, quoi. On a envie de dire maintenant aujourd'hui avec les notions qu'on a, ça tend vers zéro quand même, hein. Le delta x il tend vers zéro. Ben, c'est la naissance en fait de la notion d'infinitésimal, d'infiniment petit, hein, qui a été donc un peu cerné par Leibniz et Newton. Donc en fait ce delta x ça va devenir un dx, voilà, que après ceux qui font un calcul différentiel vont retrouver. Que ceux qui font de la physique voient déjà dans leur notation des du sur dt, hein, des dérivés, hein. En fait, il y a un lien aussi, bien sûr, hein, donc c'est lié à cette notion d'infinitésimale. Et puis là, j'ai des f de x, et je vais plus les mettre f de xi parce que ma somme, elle va devoir s'écrire différemment parce que des rectangles, j'en ai tellement que c'est une somme infinie, ouais, et c'est même ce qu'on va appeler une somme continue. Voilà, parce qu'il faut se dire que si mes rectangles deviennent des bâtons hyper fins, j'en ai énormément là. Donc c'est une somme quand même un peu bizarre, hein, parce que déjà j'en ai beaucoup, il m'en faut énormément. Puis je me dis en fait que quand je vais zoomer, je vais en avoir d'autres, un peu à l'infini, hein, notion de limite. Hein, donc, allez, il me faut un nouveau symbole, c'est le symbole de Leibniz, c'est un S en fait. Et ouais, c'est un S, d'accord, qui se dessine joliment comme ça, un peu calligraphié. Le S de Leibniz pour l'intégrale, et on est entre les bornes A et B, c'est-à-dire qu'en fait on ajoute tous les bâtons possibles, ces minuscules bâtons, entre A et B. Donc c'est le passage du discret au continu, le passage du sigma au S de l'intégrale, mes f de xi, mes delta x qui sont tellement petits qu'ils tendent vers 0, qui donnent des x, et en fait on comprend le lien un petit peu avec les limites, l'histoire des formes indéterminées, parce que regardez, dans cette somme, on en fait tellement, il y en a une infinité, mais en même temps, ce truc-là tend vers 0, donc on se dit, ah ouais, il y a une espèce de combat entre un infini et un 0. Ok, je cerne un petit peu le truc, ça doit s'équilibrer, et donc ça doit me permettre de retrouver réel, qui ne sera pas un infini et qui ne sera pas 0, un truc entre les deux, une espèce d'équilibre. C'est l'air, voilà, c'est l'intégrale. Ok, explication de la notation, elle est faite. Ok, alors, on passe au 3. Le 3, qu'est-ce que c'est ? Le 3, ça va être le lien avec les primitives. Parce qu'on a beau comprendre un petit peu ce qui se passe avec ces histoires d'air, cette notation, on se dit, wow, mon théorème fondamental, quand même, il me dit que là, pour calculer ça, je vais pouvoir utiliser une primitive, donc le truc qu'on a vu qui est l'inverse de la dérivation. Mais quel est le rapport ? Alors là, on est perdu. C'est le grand 3. Le grand 3 n'est pas forcément facile, même difficile, mais chaque étape, ça va, quoi, hein, d'accord, hein. Donc c'est le théorème fondamental. C'est-à-dire on va prouver que l'intégrale, c'est grand f de b moins grand f de a. D'accord ? Bon, on va le faire tranquillement. On va d'abord parler d'un petit lemme, alors qui peut lui-même être considéré comme le vrai théorème fondamental, hein, là-dessus, avec cette théorie d'intégration juste liée à la base à l'intégrale c'est lunaire. Comment on va faire ça ? On va travailler d'abord. Alors, on va pas le prouver, pas l'étendre vraiment rigoureusement à toutes les fonctions. On va se limiter aux fonctions qui soient tout de même positives, d'accord, hein, voilà. Je reste dans ce que j'ai mis sur ma définition, voilà. Je zappe un peu le côté vraiment très pénible. Donc f, elle est continue sur AB et elle est aussi positive. Voilà. Et ce que je prétends là, hein, d'accord, juste avec ça, c'est que, écoutez bien, assez incroyable, c'est que cette fonction-là, regardez, que j'appelle FA, donc qui est finalement indexé par A, c'est-à-dire qu'en fait à chaque nouveau A, FA, voilà, hein, c'est la fonction qui a x associe l'intégrale de petit a à x, donc la variable de ma fonction, elle apparaît à une des bornes de l'intégrale. Wow. F de, et là j'ai plus le droit de mettre x, je vais changer de lettre, je vais mettre f de t dt. Okay. En fait, c'est une variable muette. Hein. C'est comme vos fonctions f de x égale 2x plus 2, vous pourriez l'appeler f de t égale 2t plus 2. C'est la même fonction. D'accord ? Ok ? Ou bien 2 cœurs plus 2. F de cœur égale 2 cœurs plus 2. C'est pareil. D'accord ? Donc quand vous avez f de x dx dans une intégrale, si vous l'écrivez f de alpha d alpha, en fait, ça a la même valeur. D'accord ? Variable muette. Et là, je suis un peu obligé de changer parce que j'ai mis justement la variable de ma fonction ici. Ok ? Bon, c'est quoi qu'est-ce que je raconte là ? Ça, là, cette fonction-là, définie comme ça, en fait, c'est la primitive de f telle que f de a égale 0.
FA de A égale 0. Voilà. Gros truc. Bon. Et de ça, on va pouvoir déduire ce que vous allez tout le temps utiliser, l'intégrale C grand F de B moins grand F de A. Il faut d'abord que je démontre ça. Alors, démonstration, attention. Donc je vais la faire en posant un truc. Donc je suis toujours dans les conditions là, continue positive sur un intervalle. On s'en rappelle, hein, regardez là, ouais, un peu bizarre, hein, d'accord. Et on va le faire quand même dans un cas, hein, pour l'illustrer simplement, qui va être qu'elle est croissante. Voilà. Puis on verra que dans le cas où elle est décroissante, en fait, c'est pas gênant, voilà. Mais c'est pour bien visualiser les choses. Ok. Alors sans perte de généralité, croissant, décroissant, finalement c'est pareil. Ok. Alors, on va s'appuyer un petit schéma, d'accord. On va essayer de bien comprendre les choses. Je vais dessiner ça, allez, je fais là, hein, voilà, un truc croissant, là, voilà, comme ça. Tiens, je vais me mettre là, sur la partie positive au niveau des x, mais je pourrais très bien être de l'autre côté de l'axe des ordonnées, il n'y a pas de problème. Voilà ma fonction f qui est continue, positive, hop, je l'ai tracée sans lever de crayon, d'accord. Et puis, donc, je vais essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que ça veut dire ça, hein, d'accord, hein, parce que j'ai écrit là, ça c'était donc fa de x, ok. Donc là, on a dit, je rajoute f croissante sur AB. Ok. Et ce que je vais faire, c'est que pour montrer que cette fonction-là, hein, la fonction qui a x associe ça, que j'ai appelé fa, pour montrer que c'est déjà une primitive de petit f, eh ben je peux montrer que sa dérivée, ça fait petit f. D'accord? Voilà comment je vais faire. Je vais montrer d'abord que fa prime, c'est petit f. Et puis ensuite, il faudra que je montre, mais c'est vraiment facile, que fa de A fait 0. Voilà. Ok. Mais dériver ce truc-là. Oh là là. Ah, vous ne me faites pas du x-v, des trucs faciles. Hein. Et ça, c'est pas le genre de fonction qui est dans vos tableaux de dérivation. Hein. Bon, bah alors si c'est pas le nom, ça veut dire qu'il faut y aller à la mano. Voilà, on met les mains dans le cambouis. Le cambouis, c'est quoi? C'est les taux d'accroissement. Et oui. Hein, on va travailler sur le taux d'accroissement de cette fonction en x, en fait, en n'importe quel réel qui est compris entre a et b. X. Voilà. Et je vais m'intéresser donc au taux d'accroissement, que j'appelle taux, de cette fonction, ok, en x. Alors, je peux appeler taux de x. Voilà. Hein. Vous savez que le taux d'accroissement, il y a peut-être une formule qui vous vient à l'esprit, hein, f de a plus h moins f de a sur h, d'accord, ou f de x moins f de x0 sur x moins x0. Ouais, c'est ce rapport, hein, ce quotient entre en haut une petite différence des ordonnées, puis en bas une petite différence des abscisses. Et je dis petite, en fait pas forcément petite pour les taux d'accroissement, mais le taux d'accroissement, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va rendre ces écarts petits en faisant tendre h vers 0. Hein, rappelez-vous, c'est quand même des maths difficiles de première, hein, la définition de la dérivation. Ok ? Donc on y va, ça c'est grand FA de x plus h moins grand FA de x, le tout divisé par h. Alors on est bien avancé là-dedans. Bon, on va essayer quand même. Donc grand FA de x plus h. Voilà, lui il m'intéresse. Grand FA de x plus h, j'aimerais bien le calculer. Grand FA de x plus h. Là, je vais le calculer ici, Je vais aller le regarder là-dedans. Donc déjà, grand FA de x plus h, comment il s'écrit? Oh là là, comment s'écrit-il celui-là? Il faut que je remplace là-dedans, hein. C'est l'image de x plus h par cette fonction-là. Donc ça s'écrit, je vais écrire en bleu, grand FA de x plus h, ça s'écrit intégrale de a à x plus h de f de t dt. Bon, ma fonction, elle est continue, elle est positive, son intégrale, elle existe, elle est définie, c'est une aire. C'est l'aire de quoi? C'est l'aire d'un domaine qui est sous la courbe, d'accord, coincé entre la courbe, l'axe des abscisses, ma droite d'équation x égale a, et la droite d'équation x égale x plus h. Ouais, c'est à droite de remettre les x, mais voilà. En fait, c'est ce qu'il y a sous la courbe entre a et x plus h. Alors x plus h, il me le faut. J'ai pas mis x plus h. Il faut que je mette x plus h. x plus h, ça va être là. Voilà, c'est un petit peu plus loin. D'accord? H est positif. C'est un petit peu plus loin. Donc en fait, cette intégrale-là, qui est en fait fa de x plus h, c'est quoi? C'est ce que je vais colorier en bleu. Regardez. C'est tout ce qui est là. Voilà. C'est tout ça. Ok? Super. Ça, j'ai compris ce que c'était. Enfin, j'ai visualisé ce que c'était. D'accord? Et deuxième, là, grand FA de x, qu'est-ce que c'est? Grand FA de x, c'est un peu la même chose, mais sauf que grand FA de x, il va falloir que je m'arrête à x, pas à x plus h. D'accord? Ça, c'est quoi? C'est ce que je vais colorier en jaune, c'est-à-dire c'est ça. Voilà, ça s'arrête là.
Je hachure dans l'autre sens. Ok? Ben, je fais la différence des deux. Mais c'est quoi la différence des deux? Il reste quoi? Ben, regardez ce qu'il reste. Il me reste ça. Voilà. Il me reste ce truc-là. C'est ça qui m'intéresse. Ce que je hachure en blanc désormais. Voilà. Cette différence-là qui est au numérateur, ben, c'est ce truc-là. C'est l'aire de ce domaine-là coincé entre x, x plus h, la courbe, l'axe des abscisses. Bon, très bien. Ok. Eh ben, je ne sais pas si je suis très avancé, parce que c'est une aire quand même d'un truc que je ne sais pas calculer, parce qu'il y a une courbure là, hein, d'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de la majorer et de la minorer, cette différence de deux aires qui elle-même est une aire, d'accord? Donc là, je vais faire un petit zoom. On a bien compris qu'on va devoir faire ça moins ça, ok? C'est ce qu'il y a au numérateur. On a bien compris que finalement, le numérateur, c'est l'aire de ce domaine blanc, que je vais appeler, je ne sais pas, D, voilà. En fait, ça, le numérateur, voilà, c'est D. Hein, donc j'enlève mon trait bleu, je mets un trait blanc, et en fait, je m'intéresse à l'aire de D. Alors je fais un zoom sur l'aire de D. Regardez, je vais redessiner ma courbe, je vais enlever tout ce qui me perturbe un petit peu. Et puis on va essayer de voir cette aire là où je suis. Regardez, hein, voilà, j'avais dessiné ça, on était à peu près comme ça. Voilà. Là, j'avais X, un peu plus loin, et donc je zoome, voilà, je suis à X plus H. Et voilà l'aire de D, c'est un espèce de truc comme ça, avec un truc un peu courbé en haut, une espèce de virgule là. Bon. Alors, regardez la technique qu'on a vue, ce qu'on a vu un petit peu dans la notation, hein, ces histoires de rectangles, hein, c'est très utile. Pourquoi? Parce que regardez, on cherche en fait à minorer et à majorer l'aire de D, c'est-à-dire on cherche un encadrement finalement pour AD. Ok? Et bien, comment on peut minorer? Un peu comme tout à l'heure avec mes rectangles. Regardez, l'aire de D, eh ben, elle est plus grande que cette aire-là, l'aire bleue. Et oui. Mais l'aire bleue, ben, ça je sais calculer, c'est un rectangle ça là, regardez. Longueur fois largeur, ça marche. C'est quoi là, la hauteur là? Ben, la hauteur c'est f de x. Eh oui, là j'ai f de x. Donc finalement, ce rectangle hachuré en bleu, son aire, c'est f de x. D'accord? Sa hauteur elle est positive, donc f de x est positif. Et puis sa largeur là, c'est x plus h moins x. Mais ça fait h. Donc regardez, ça va faire h fois f de x. Ouais, bah j'ai un minorant. Je suis content. Hein, il me faut un majorant. Majorant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire un autre rectangle, plus haut cette fois. Ma fonction est croissante. D'accord? Ça, c'est important quand même voilà, d'avoir dit ça. Bah, regardez, je vais prendre ce rectangle-là. Voilà. Ce rectangle-là, le rectangle jaune. Bah, le rectangle jaune, lui, il a la même largeur, ici c'est h, mais par contre la hauteur, c'est f de x plus h. Ah bah oui, parce que là c'est l'image de x plus h par la fonction f. Et c'est bien majorant, hein, parce que bah, là le rectangle, regardez, il est plus haut, quoi. Il est plus grand que l'aire du domaine D, hein, bien sûr. Hein. Je rappelle, l'aire du domaine D, c'est ce qui est là, hein, d'accord? Et l'aire jaune, bah, ça va me donner un majorant. Et mon majorant, bah, c'est qui? Je l'écris en jaune, c'est h fois f de x plus h. Voilà. Alors regardez bien ce qui se passe, hein. N'oublions pas que AD, c'était mon numérateur. Ok? Et quand je veux calculer mon taux d'accroissement, il faut quand même que je divise par h. Et quand je vais diviser par h est positif strictement, je peux le faire, il n'y a pas de problème, je divise par h. Que va-t-il se passer? Les h, ils s'en vont. J'ai plus de h. Et ça, rappelez-vous, quand on travaille sur les taux d'accroissement, je ne sais pas si vous avez les souvenirs, on est content quand il n'y a plus de h au dénominateur. Parce que la deuxième étape, le taux d'accroissement, tout seul comme ça, il ne sert pas à grand-chose. Quand je veux dériver, quand je veux connaître mon nombre dérivé, déjà savoir si ça existe, si c'est dérivable, s'il y a un nombre dérivé, il faut que je fasse tendre h vers 0. Et il faut que ça existe le truc à la fin. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tendre h vers 0, dans un second temps. Regardez, le taux d'accroissement, on n'a pas su vraiment le calculer, mais on a su l'encadrer. D'accord? Et maintenant, ce taux d'accroissement, eh ben, il faut que je vois ce qui se passe quand h tend vers 0. Alors à gauche, c'est très facile. Regardez, il n'y a plus de h. Donc quand h tend vers 0, ça tend vers quoi? Ben, ça tend vers f de x. Je n'ai même pas remplacé h par 0, il n'est même pas là. D'accord? Ok, on est bien d'accord qu'à cette étape-là, je fais tendre h vers 0. Et de l'autre côté, là, f de x plus h, il faut que je fasse tendre h vers 0. Bah, si je fais tendre h vers 0, je me dis, bah là, le h, il va disparaître. Il va me rester plus que f de x. Bon, il y a une toute petite subtilité.
on a quand même besoin de la continuité de f ici, hein, en x, pour que je puisse faire ça. Alors f est continue sur AB, donc continue en x, on continue sur n'importe quel point du segment AB. Mais ben ouais, ça c'est le fait que f de x, ça tend vers f de a, quand x tend vers a, si f est continu en a. C'est la définition de la continuité. Rappelez-vous ce que je dis au tout début, définition un peu difficile, on peut vous dire, c'est quoi le rapport avec lever le crayon, hein. Ça c'est juste vraiment le fait de pouvoir remplacer en fait, du coup, h par 0 à l'intérieur de votre expression, hein, lié à la continuité de a. Donc ça, en fait, ça va aussi tendre vers f de x quand x tend vers 0, quand h pardon, tend vers 0, par continuité de la fonction f, ce qui veut dire, regardez, que au milieu, mon taux d'accroissement, parce que AD sur H, c'était mon taux d'accroissement, hein, d'accord? Eh ben, il est coincé entre deux trucs qui tendent tous les deux vers f de x. Conclusion. Mais en fait, ça tend vers f de x. Voilà. Et de ça, je peux dire quoi? Eh bien, que ça y est, que c'est dérivable en x, et j'ai pris un x n'importe lequel entre a et b. Donc ça veut dire que ma fonction grand FA, fonction super bizarre qui était là, en fait, elle est dérivable en tout point de l'intervalle AB, et qu'en plus, sa dérivée, bah, c'est f de x. Incroyable, hein? Ouais, bah, c'est f, quoi. Voilà, alors on vient de démontrer que grand FA', c'est f. Attention, quand f est croissante. Mais qu'est-ce qui se passe quand f est décroissante? Mais quand f est décroissante, c'est la même chose qu'on va avoir. C'est juste que regardez, votre courbe, elle va être comme ça. Donc ce qui était votre majorant va devenir votre minorant, d'accord, hein? Et ce qui était votre minorant va devenir votre majorant. Vous aurez encore le même encadrement. Bah, super. Voilà, ça marche aussi quand f est décroissante. Vous me dites, ouais, mais quand ça change de variation, bah, quand ça change de variation, on découpe. Voilà, on découpe. Parce que si elle est continue, bah, il y a un moment où c'est croissant, il y a un moment où c'est décroissant, on fait du découpage et puis on s'en sort. Ok? Voilà, allez, bah incroyable, hein. Grand FA', c'est petit f. Il me manque un truc. Vérifier qu'en 0, quand A, pardon, ça fait 0. Ah, c'est le dernier truc. Là, on a prouvé ça, hein. Grand FA', c'est petit f. Et grand FA de A, pourquoi ça fait 0? Ben, je réutilise l'expression. Voilà, bah, je remplace x par a en fait. Et regardez ce que ça me fait. L'intégrale de a à a. Alors en termes d'air, qu'est-ce que ça me donne ça? L'air, elle est comment? Là j'ai a, puis en fait mon b est tellement proche de a que c'est carrément a. Bah, là j'ai pas d'air. Là c'est même pas la question de largeur infinitésimale. J'ai pas de largeur, elle vaut 0 ma largeur. Donc ça fait 0 bien sûr. Intégrale de a, définition. 0. On va me dire, ouais mais dans la définition on a vu b est strictement supérieur à a. Allez, b est supérieur ou égal à a, ça existe quand même, hein, on peut le comprendre. Je l'intègre à ma définition, d'accord, hein, le fait que, ok, lorsque c'est les mêmes bornes en haut et en bas, c'est cohérent avec la notion d'air nul. Quand vous avez un segment, vous avez envie de dire son air, c'est nul au segment, il n'y a pas d'épaisseur, quoi, il n'y a pas de largeur. Voilà, et ben c'est super, c'est ce qu'on peut appeler un lemme, parce qu'on se dit, ouais, c'est primitive, franchement, elle est compliquée. Mais ouais, mais regardez, dès lors qu'on a ça, moi je reste dans le cadre des fonctions quand même positives. Okay. On a vu que croissant, décroissant, finalement, ça n'avait pas posé de problème avec le découpage. Eh ben, qu'est-ce que je peux dire? Eh ben, je peux dire maintenant, parce que tout à l'heure j'ai parlé d'une primitive, mais quand même bien particulière. Regardez, je vais énoncer ça, hein, donc ce gros théorème. Ça va faire grand f de b moins grand f de a. Donc grand f est une primitive de petit f. Une, n'importe laquelle. Voilà. Pas forcément la bizarroïde qu'on a écrite tout à l'heure, en tout cas pas avec cette expression complètement folle. Ok? Alors pourquoi ça? Voilà, c'est quoi le rapport? Mais regardez ce qu'on a fait précédemment. Ça, pourquoi, hein? Voilà, on va écrire la preuve en dessous. Et là, c'est rapide. Grâce à ce qu'on a fait avant. C'est ça qui était chaud, ce qu'on a fait avant. Qu'est-ce qu'on a fait avant? Bon, on a travaillé sur grand FA de x. Voilà. Grand FA de x. On a dit que c'était quoi, grand FA de x? On a dit que c'était ça. D'accord? Voilà. Et on vient de dire que ça, cette fonction de grand FA, c'est une primitive de petit f. Pas n'importe laquelle, celle qui s'annule en a en plus. Ok? D'accord? Donc, moi, ce que j'ai envie de faire là, je suis désolé, hein, quand je vois ça, j'ai envie de calculer FA de b. Hein. Voilà, d'accord? FA de b. FA de b, c'est l'intégrale de a à b de f de t dt. Ok.
Bon, mais là, je parle de n'importe quelle primitive. Grand F, c'est pas grand FA, c'est n'importe laquelle. Parce que vous savez qu'une fonction, quand ça admet des primitives, ça en admet pas qu'une, hein. Ça en admet une infinité. Il suffit que je rajoute une constante à côté. Plus K, hein, rappelez-vous. Ouais, mais si je prends n'importe laquelle, grand F, ben je sais que la seule différence, hein, sur un intervalle avec petit f, avec grand FA, c'est qu'elle va s'écrire grand FA plus une constante. Vous voyez, d'accord. Ou alors je peux dire que grand FA, c'est grand F plus une constante. Pareil, hein, ça dépend de si j'appelle plus K ou moins K. C'est pareil, c'est un réel, d'accord. Donc finalement, ce grand FA de B, mais c'est quoi grand FA de B? Ben, si j'appelle grand F une primitive n'importe laquelle, je sais que grand FA de B, finalement, c'est grand F de B plus une certaine constante. D'accord? Ah ben oui, d'accord. Mais grand FA de B plus une constante, ben, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ben, je peux me dire que ça va faire ça plus K. J'ai oublié le dt, hein. Pas la place pour le dt. Voilà. Mais le cas, j'ai quand même bien envie d'en parler. Et pour en parler, ben, en fait, il faudrait que je travaille sur grand F de A. Mais je sais que grand F de A plus K, hein, c'est le même cas, hein, de toute façon, parce que le lien qu'il y a entre grand F et grand FA, ben, c'est grand FA plus K. D'accord? Et d'ailleurs, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis plus K, alors qu'en fait, ce serait moins K, parce que grand F, voilà, c'est ça. Peu importe, moi, le plus, c'est réel. Voilà. Bon, ben, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux déjà dire que ça, ben, comme c'est grand FA de A, ben, ça va faire 0. Et puis je vais soustraire les deux lignes. Regardez, quand je fais cette ligne moins cette ligne, qu'est-ce que ça me donne? Ben, les KI s'annulent. Ça me fait grand F de B moins grand F de A égale cette intégrale-là, moins 0. C'est incroyable. Oui, j'ai oublié le plus K. 0 plus K ici, hein, parce que c'est grand F de A plus K au 0. Ben, ça s'annule, c'est incroyable en fait. Donc ce qui veut dire que j'ai bien mon théorème fondamental qui est fantastique. Et qui me permet quoi? Mais qui me permet de calculer des intégrales désormais sans me prendre trop la tête. Parce que je constate avec ça que j'ai juste besoin d'une primitive, d'ailleurs n'importe laquelle, de petit f. Si j'ai une primitive de petit f, et vous savez trouver des primitives, vous avez des tableaux pour ça, vous avez des techniques, vous savez trouver des formes, soit c'est direct, c'est immédiat parce que c'est usuel, soit vous reconnaissez des formes de type U', prime sur U, des choses comme ça. Eh bien ça y est, c'est la porte ouverte au calcul d'intégrale. Vous allez me dire, ouais, mais on l'a vu que sur les fonctions, ok, positives, croissantes, décroissantes, certes, positives. Alors c'est là où je vous dis, soit en fait on prend ça comme étant une nouvelle définition de l'intégrale étendue à l'ensemble des fonctions continues, où on se dit, bah tiens, j'ai vu que ça marchait pour les fonctions positives, donc je vais étendre la définition en disant, ok, ça c'est ma nouvelle définition de l'intégrale d'une fonction négative ou qui change de signe. Voilà, pour prolonger un petit peu ce que j'ai réussi à trouver comme propriété à partir de l'unique définition qui était intégrale d'une fonction positive. Soit dès le début, quand je vous ai dit, il y en a qui parlent déjà dans la définition d'une intégrale négative ou d'une intégrale d'une fonction, enfin d'une intégrale d'une fonction négative ou d'une intégrale d'une fonction qui change de signe, eh ben je pourrais dire, dans ces cas-là, ça se démontre aussi en faisant du découpage, voilà, c'est-à-dire que tout à l'heure, quand on a fait nos rectangles, on les fait en dessous au lieu de les faire au-dessus, on découpe, quand ça change de signe, on fait ça en plusieurs morceaux, et en fait ça fonctionne très bien aussi. Donc voilà, ça c'est ok, ça a été un peu compliqué au niveau de la preuve, mais désormais c'est open, vous pouvez l'utiliser. Voilà, un mini exemple, je sais pas, moi par exemple, voilà, je vous mets n'importe quoi, ça par exemple, vous savez que ça vous allez y arriver, pourquoi? Parce que vous allez trouver une primitive de ce qu'il y a à l'intérieur, et ça c'est du prime exponentiel de u, hein, quasiment c'est du moins 1 demi prime exponentielle de u, donc on va avoir, hop d'ailleurs la petite notation crochet, hein, vous voyez, la notation crochet elle mérite de pouvoir écrire clairement l'expression d'une primitive à l'intérieur, d'accord, entre les bornes 0 et 1, et puis après on calcule comment? L'image de 1 par cette fonction, moins l'image de 0. Donc ici, par exemple, ça ferait moins 1 demi exponentielle de moins 1, d'accord? Plus 1 demi exponentielle de 0, ce qui fait 1. Donc 1 demi exponentielle de moins 1 plus 1 demi. Ouais, super, génial, on a calculé une intégrale, d'accord?
Voilà, donc après, c'est que de la technique de calcul. Il n'y a pas de souci, il vous faut une primitive. Voilà. D'ailleurs, je dis bien une primitive, hein, on l'a vu, mais comment comprendre ça? Bah, si vous en mettez une autre à l'intérieur, il y aura un plus K. Quand vous allez me prendre l'image de B moins l'image de A, en fait, les K vont s'annuler. Donc, ne vous embêtez pas à faire traîner des constantes dans vos primitives parce qu'elles vont s'annuler. Voilà, ça n'a aucun intérêt. Vous prenez la primitive la plus simple, celle où il y a zéro constante à la fin, il n'y a que de la variable, et tout va bien. Voilà. Alors, bien évidemment, hein, c'est que le début en terminale parce que vous allez en calculer plein où vous trouverez des nouvelles propriétés, enfin des façons aussi de calculer les intégrales, des nouvelles techniques calculatoires. Vous redéfinirez même d'ailleurs encore plus en amont la notion d'intégrale, la notion de primitive, la notion de plein de choses avec des vraies théories de l'intégration qui sont plus robustes, un peu plus difficiles à comprendre, mais très cohérente avec tout ce que vous avez déjà fait en terminale. C'est pour ça qu'il faut prendre des bonnes habitudes dès la terminale avec ces calculs intégrales, faire le lien avec les primitives. Voilà, et après, quand on voit des nouvelles choses en posant des nouvelles bases, on s'aperçoit que, voilà, à la marge, il y a des petites différences, mais que globalement, tout ce que vous me faites dès la terminale, c'est déjà super et vous avez déjà beaucoup avancé en technique. Donc, c'est très important. Voilà. Je finirai avec le fait que quand on calcule des intégrales, parfois, bah, vous allez vous rendre compte, on cherche des primitives, on n'en trouve pas. Vous verrez des techniques, même cette année, hein, donc là, c'est vraiment le... Voilà. Je ne parle pas de tout, sinon c'est beaucoup trop long. Mais genre intégration par partie, des choses comme ça, on peut réussir à en calculer des nouvelles. Mais il y en a qui vous bloqueront toujours. Voilà, ça, ben, vous serez toujours bloqué. Hein. Recherche de primitive de exponentielle de moins x carré. Ben, on se dit, wow, mais ça, je peux pas. Ouais, mais c'est vrai que n'empêche, depuis ce qu'on a vu, c'est que quand vous cherchez une primitive de exponentielle de moins x carré et que vous avez beau la chercher et que vous ne la trouvez pas, vous en trouvez pas, et ben vous avez toujours moyen d'en écrire une. D'accord? Voilà, c'est de l'écrire comme ça. Voilà, depuis qu'on l'a vu, vous mettez un a, vous mettez un x, vous mettez exponentielle de moins t carré dt. Et en fait, voilà l'expression d'une primitive. Donc dès lors qu'elle est continue, la fonction, vous savez qu'il existe des primitives. C'est ce que vous dit le lemme en fait. Ça, c'en est une fonction positive. Puis d'ailleurs, même quand elle ne sera pas forcément positive, bah, il en existe une et puis elle s'écrit comme ça. Et puis il faut faire le lien avec la notion d'air. Donc en fait, c'est quand même assez génial cet outil. Voilà pour le débroussaillage de l'intégrale hein, à plusieurs niveaux et on en retient le grand f de b moins grand f de a, il me faut une primitive, je vais y arriver. Ok? Et puis quand même aussi, on se dit interprétation d'une intégrale. Qu'est-ce qu'on entend par là? Je viens d'en calculer, on me demande de l'interpréter. Bah, l'interprétation, on revient à la définition, en fait, c'est une R. Donc qu'est-ce qu'il faut dire? Ah, j'ai calculé cette intégrale, elle vaut 2. Ah bah il faut que je fasse le lien avec le fait que c'est peut-être une R sous une courbe. Bah oui. Et donc ça veut dire que cette R sous la courbe que vous venez de calculer, bah voilà. Il faut dire que c'est une R, et donc que c'est l'aire bah, d'un domaine qui est délimité par ces fameuses 4 frontières qui sont la courbe, l'axe des abscisses et deux droites verticales, en ayant préalablement vérifié que la fonction est bien positive, bien sûr. Voilà pour cette petite plongée dans l'univers des intégrales. À bientôt!